Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée à l'identification des assaillants. Alors derrière ce terme, je sais que le terme assaillant a prêté à rire lorsqu'on a abordé la présentation de la table ronde. Pourtant c'est ça, hein, finalement, ce sont des hordes de barbares qui tentent de venir forcer vos défenses. Et il est parfois intéressant d'essayer de savoir à qui on a affaire, comme dans toute relation courtoise. Et pour ça, on a décidé de préparer la table ronde en 3 parties. Identifier l'assaillant, ça peut se faire avant, donc avant l'attaque. On est plutôt dans le domaine du threat intelligence, donc essayer peut-être de profiler des groupes de pirates, des groupes étatiques, essayer de profiler leurs méthodes, si on ne connaît pas leur nom, en tout cas de les grouper, de faire des clusters d'attaquants en fonction de leur mode d'opération, par exemple. Donc on est plutôt dans le prédictif. Ça peut se faire aussi pendant l'attaque. Là, on est plutôt dans le domaine de la réponse aux incidents, de la détection des incidents et de la réponse aux incidents. Et ensuite, ça peut se faire évidemment après l'attaque aussi. Et après l'attaque, on est plutôt dans le domaine du forensique et de l'attribution. Voilà. Donc derrière ce vocable d'identifier les assaillants, on va aborder la question en 3 parties: avant l'attaque, pendant l'attaque, après l'attaque. Évidemment, pour en parler avec nous aujourd'hui, on a une équipe, une Dream Team, composée donc au centre de Diane Mulnex, avocate à la Cour, chez Pinsent Mason, voilà. Diane s'occupe en particulier du domaine des télécoms, du jeu, alors pas du jeu vidéo, mais du jeu qui rapporte de l'argent, enfin, ou qui en fait perdre, ça dépend de quel côté on se place. Également avec nous Thomas Gaillet, directeur du Certubic chez Digital Security, et Nicolas Cietinski, qui, on peut le remercier, car il remplace Franck Vessé au pied levé. Et quand je dis au pied levé, c'est-à-dire qu'il a appris qu'il venait parler avec nous il y a 2 heures, tout simplement. Donc Nicolas, merci. Et Nicolas est patron de l'équipe de détection et de réaction aux incidents chez ST Microelectronics, donc une équipe interne de détection et de réaction aux incidents. Merci à tous les 3. Alors effectivement, on va commencer par tout ce qu'on peut faire avant l'attaque. Alors évidemment, c'est peut-être difficile de parler d'identifier un assaillant quand il ne sait pas encore qu'il va vous attaquer. En revanche, on peut essayer d'identifier des gens qui sont susceptibles de vous attaquer. Des gens ou des groupes plutôt qui sont susceptibles de vous attaquer. Mais tout d'abord se pose une question légale, une question juridique. Est-ce qu'on peut, Diane, faire de la collecte préventive d'informations sur des assaillants? Est-ce qu'une entreprise peut aller chercher à profiler des pirates potentiels, essayer de savoir un maximum d'informations sur leur identité, leur pratique, leur affiliation, à partir par exemple de sources ouvertes? Est-ce que c'est légal déjà ça? Alors là, on est vraiment dans la notion de la création d'un fichier préventif. Donc l'idée c'est quoi? C'est finalement d'aller repérer un petit peu sur les forums les gens qui seraient susceptibles un jour d'attaquer l'entreprise. Et là on se heurte à une problématique assez simple, c'est la collecte de données personnelles. Et donc à partir de là, on ne peut pas collecter de fichiers sans le consentement des personnes concernées. Donc déjà, toute constitution de fichier serait a priori illégale. Ce qu'on a trouvé, par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives, et notamment c'est des initiatives anglo-saxonnes ou américaines, c'était de constituer des fichiers de personnes ayant commis des délits similaires. Et donc, vous savez, aux États-Unis, on a des grandes bases de données sur tous les types de délits, et on a les délits de cybercriminalité. Et là, une fois encore, on se heurte à un autre problème, outre la problématique des données personnelles, c'est la problématique, entre guillemets, de la proportionnalité de la collecte et aussi de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier collecter toutes ces données à partir du moment où c'est totalement préventif et c'est dans l'hypothèse éventuelle où ces derniers commettront une intrusion. Ça vient en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence, tout simplement.
D'accord. Même pour des pirates, même pour des Chinois, c'est interdit. Non, mais si on commence à ficher tous les Chinois, ça va quand même être un peu laborieux. Hein. Ensuite, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des mouvements, enfin des produits innovants techno qui étaient sur les dark forums, qui commençaient un petit peu à répertorier, etc. C'est vrai que moi, j'ai des dossiers en cours où j'ai des hackers qui se vantent de leurs exploits sur les forums. Donc ça permet non pas à l'entreprise, mais à la police, parce que c'est quand même leur rôle, leur prérogative et leur domaine réservé, de poursuivre, en l'occurrence, le hacker qui avait commis un certain nombre d'attaques. Alors, excellente transition, puisqu'on parle de produits commerciaux, Thomas, Nicolas, que valent vraiment ces offres de threat intelligence? Est-ce qu'on peut vraiment vendre de la connaissance sur des attaquants? C'est-à-dire qu'il faut définir peut-être la threat intelligence. Moi, j'appelle ça du renseignement sur la menace en bon français. Il y a différents niveaux d'information. En fait, on peut être sur des informations, les fameux indicateurs de compromission. On va vous expliquer, par exemple, que tel fichier exécutable, si vous le trouvez sur vos machines, il y a de fortes chances que ce soit tel groupe d'attaquants qui a déjà pratiqué une attaque sur une entreprise d'un même domaine que le vôtre, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire de l'attribution. Après, effectivement, il y a aussi du renseignement sur des groupes d'attaquants. Donc là, on rentre effectivement dans des choses qui ne devraient pas exister, si j'ai bien compris le propos précédent, mais qui existent de fait et qui sont proposés effectivement par toutes les sociétés en threat intelligence. Donc oui, ça peut apporter parfois une valeur ajoutée, notamment avant sur l'idée de savoir un petit peu qui peut nous attaquer. C'est quand même intéressant de savoir qui vous en veut, pourquoi, et donc en conséquence, comment on peut se protéger d'une attaque qui surviendrait par la suite. On est à la limite de l'intelligence économique ici, savoir qui peut nous attaquer, pourquoi. Oui, tout à fait, parfois oui. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a des sociétés privées, et j'en fais partie, qui peuvent proposer ce type de prestations. Mais au-delà de ça, il y a également les autorités. C'est intéressant de les mettre dans la boucle parce que souvent, elles ont une vision, je dirais, un peu plus de plus haut niveau, notamment sur l'existence d'autres attaques sur d'autres sociétés dans les mêmes secteurs d'activité que vous. Si j'interviens, moi, sur une réponse à incident dans le secteur de la pétrochimie et qu'il s'avère qu'il y a eu 12 attaques dans la pétrochimie le même mois avec à peu près les mêmes objectifs, c'est intéressant d'avoir cette vue d'ensemble. Donc, quand vous pouvez vous le permettre et que vous subissez ce type d'attaque, on peut aussi se tourner vers la NSSI, par exemple, ou d'autres acteurs étatiques qui pourront vous donner peut-être des informations complémentaires. D'accord. Est-ce que c'est fiable, Nicolas, par exemple, si on prend l'exemple de TV5 Monde, on a commencé par parler de hordes de pirates islamistes, et puis finalement on s'est dit, ah non, mais finalement c'est peut-être des mercenaires russes qui travaillaient pour les précédents, et puis non, finalement ce sont des pirates russes, mais ils travaillent peut-être pas pour. Finalement, on n'en sait rien. Quelle est la fiabilité finalement de ce type d'outils, ou de services en tout cas? Alors, nous, pour notre part, ça fait pas très très longtemps que je suis en charge de ce domaine, mais ça fait quelques années. On a du mal quand même à trouver des threads très spécifiques et réellement utilisables. De par déjà la variété de la menace. La menace, elle peut être autour de juste parce qu'on est une société comme une autre, on gagne des sous, et elle peut être purement financière, comme elle peut être plus ciblée dans notre domaine d'activité. Donc je dirais trouver un acteur capable de nous donner de la threat intelligence selon ces différentes menaces, c'est assez délicat, et aujourd'hui on a vraiment du mal. Par contre, je voudrais rebondir sur quand c'est quelque chose qui touche tout un secteur d'activité. C'est moi, du point de vue communication interne, c'est important de savoir rattacher, de dire est-ce que c'est quelque chose ciblé sur notre entreprise, nous individuellement, sur le secteur d'activité, parce que c'est pas du tout le même impact, la même communication. C'est comme si on arrive à rattacher un événement, une attaque que subit notre entreprise avec quelque chose que le comité exécutif va entendre parler dans les médias, ça peut avoir un impact aussi réellement différent. Donc de savoir rattacher réellement à un groupe de menaces ou à un groupe d'attaquants, c'est quelque chose qui a réellement une plus-value pour nous, mais difficile de trouver une solution. Alors, la bonne solution. On peut être dans ce cas tenté de le faire soi-même si on a un peu de temps. Diane, est-ce qu'il est légal pour un individu en entreprise d'aller traîner sur des forums de piratage, d'engager des communications, des échanges avec des pirates potentiels pour essayer d'en apprendre un peu plus sur eux et encore une fois de les profiler ou en tout cas de déceler un intérêt pour sa propre entreprise et faire un petit peu d'alerte sur ce domaine? Alors,
Oui, c'est légal. Alors c'est légal parce que d'abord, on a quand même un principe qui est la liberté d'expression. Donc si vous voulez aller sur un forum et discuter avec des pirates, ça fait partie de votre liberté d'expression et vous pouvez le faire. Bien entendu, je vous déconseille de le faire au nom de votre entreprise parce que ça pourrait vous attirer quelques problèmes. Maintenant, la vraie question, c'est la qualité que vous utilisez pour le faire. Donc il y a cette notion d'identité que vous allez créer. Vous allez avoir un pseudo. Donc, il faut faire attention à quel pseudo vous utilisez, pas faire d'usurpation d'identité. On a quand même une loi assez précise là-dessus. Moi, j'ai eu effectivement des tentatives de déstabilisation de groupes en utilisant sur certains forums les noms commerciaux des entités et donc et effectivement en créant un espèce de confusion entre la société et d'autres personnes qui l'utilisaient. Donc, il y a tout ce problème-là, c'est-à-dire que c'est quand même pas, les forums sont quand même un peu complexes, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, il faut savoir comment le faire. Maintenant, interagir avec les pirates, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir les copains que vous voulez, hein, c'est encore la liberté d'expression une fois encore. Maintenant, il faut quand même faire très attention à la limite. On a beaucoup parlé il y a quelques années des honeypots, on a beaucoup parlé. Il y a la notion quand même de la provocation à l'infraction. Donc, il faut faire très attention, entre guillemets, sur jusqu'où on va sur ces forums. Et c'est là où on rentre dans le domaine un peu complexe de est-ce que j'ai provoqué éventuellement à l'infraction et la collecte de la preuve. Il faut savoir qu'au pénal, la preuve est libre, elle peut être obtenue par tout moyen, parce que pourquoi ? Il y a un juge d'instruction qui la contrôle et ultimement un juge au pénal. Par contre, au civil, quand vous avez des affaires un peu complexes, on a des intrusions par exemple dans des sites e-merchant, et là c'est plutôt des dossiers de concurrence, hein, et à partir de là on est plutôt vers des juridictions civiles, et là on a l'obligation d'obtenir la preuve avec un principe de loyauté. Donc il faut quand même faire attention de ce qu'on obtient, quoi et comment on va pouvoir effectivement, moi j'ai beaucoup de captures d'écran sur des conversations de forum, etc. Mais il y a un pas entre utiliser une identité, manipuler et pousser à l'infraction, et effectivement, entre guillemets, essayer d'avoir une veille sur quelque chose qui peut se passer. Et notamment, on le voit beaucoup, moi je travaille beaucoup au Moyen-Orient, les forums sont très utilisés, notamment pour identifier les concurrents qui sont déjà sur place sur les appels d'offres, etc. etc. Et c'est là un peu parfois la limite qu'on peut rencontrer quand on veut mettre en place une veille. Aujourd'hui, si vous vous connectez sur des forums de quart d'heure russophone ou de contrefaçon de produits de luxe, à un moment donné, on va vous demander d'en acheter. Ne montrez pas de blanche, de vous faire connaître. Et là, on rentre dans un domaine qui n'est plus celui de l'entreprise, mais qui est celui éventuellement des forces de l'ordre et des officiers de police judiciaire. Donc il y a des limites à un moment donné quand même qui arrivent assez rapidement sur ce type de veille. Il faut savoir que la loi encadre très très précisément l'utilisation des pseudos, et c'est la notion d'infiltration, c'est ça ? Pseudo, oui c'est ça, c'est-à-dire avoir un pseudo, et ça a été à des cas bien précis, la pédopornographie, assez récemment dans le jeu en ligne, hein, puisque l'Argel n'avait pas le pouvoir d'ouvrir des comptes sur les sites illégaux, etc. Mais c'est à vocation restreinte. Très bien. En fait, le message, c'est pas se prendre pour des cow-boys, quoi, en fait. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, plusieurs années en fait consécutives qu'on l'entend. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir le chic de choisir des thèmes sur lesquels on peut facilement dériver vers la cow-boy attitude. On va repasser sur un petit peu de technique. On peut avoir l'idée, en tout cas, lorsqu'on se pose la question d'essayer d'identifier les assaillants avant qu'ils aient décidé de s'intéresser à vous, de prépositionner des équipements qui permettent de loguer tout ce qui passe chez nous. Pour ensuite, lorsque on est dans le cœur de l'attaque, disposer d'un petit peu d'un temps d'avance, puisque on a des logs beaucoup plus riches que ceux d'un SI traditionnel. Est-ce que c'est réaliste, alors déjà sur son propre périmètre, et alors là je rêve peut-être d'aller voir son upstream provider et lui dire est-ce que je peux poser des trucs chez vous qui regarderont plus en détail ce qui passe chez moi? Est-ce que c'est réaliste? Je suis totalement naïf ou ça peut se faire? Je ne sais pas, il y a plusieurs niveaux de réponse, mais sur le fait de loguer, les puits de log, ils existent aujourd'hui. Donc, de facto, lorsqu'on intervient en réponse à un incident, une entreprise qui a mis en œuvre de façon légale, évidemment, tout un ensemble de collectes de logs, ça simplifie pour, à minima, comprendre rapidement ce qui s'est passé, mettre fin à l'attaque et peut-être plus tard remonter vers les assaillants. Évidemment, dès qu'on sort du périmètre du SI avec son provider ou sur Internet, on ne peut plus faire grand-chose.
D'accord, donc ça s'est jamais vu, aller négocier pour dire est-ce que je peux mettre des trucs chez vous? Non, par contre, on peut être amené à demander, alors je ne sais pas d'ailleurs dans quel cadre juridique ça s'inscrit, mais à demander à des... Je vais prendre l'exemple d'un serveur de rebond qui est utilisé pour vous attaquer. Je peux contacter moi l'hébergeur de serveur de rebond, lui expliquer ce qui s'est passé, lui demander est-ce que vous pouvez me donner les traces. En fait, souvent, il va vous les donner. Alors ça dépend qui vous êtes, comment vous vous présentez, il y a bien sûr toute une patte blanche à montrer, mais globalement les informations peuvent circuler dans ces contextes-là. Probablement d'ailleurs dans un contexte juridique peut-être discutable, je ne sais pas, mais ça permet parfois de remonter effectivement un cran plus loin vers l'assaillant. Voilà. Nicolas, est-ce qu'il vous est arrivé d'essayer d'enrichir des logs préventivement ou la richesse naturelle des logs suffit en général ? Alors, on n'est pas, je dirais, dans cette optique d'essayer de récupérer le plus de logs en mode préventif. On a déjà bien assez à faire avec les attaques avérées réelles et traiter celles-là. Essayer de connaître l'assaillant, on va dire, de façon préventive. Avec les logs standards qu'on peut avoir dans nos infrastructures, on détecte déjà des patterns intéressants qui peuvent être de se dire... Tiens, telle adresse IP va scanner différentes infrastructures qui ne sont pas dans le même plan d'adressage. Donc on peut se dire, tiens, ils sont en train de scanner notre société et non pas tout l'Internet comme font tous les autres. Il y a des petites détections comme ça qui permettent de se dire, il y a peut-être quelqu'un qui nous cible derrière, mais c'est vraiment du niveau, on va dire, presque zéro. De savoir qui c'est, quoi. Et puis il y a quand même le cas des attaques internes. Les logs naturels d'un SI sur les attaques internes sont souvent utiles. Quand on peut remonter assez rapidement aux IP internes, que c'est encore frais, qu'on peut identifier les machines derrière, etc., c'est plutôt utile. D'accord. Alors, on voit une société comme Mananet, que j'ai découvert en préparant cette table ronde, je ne la connaissais pas, qui utilise l'espace vide dans les paquets pour enregistrer des étapes de route finalement. Ce qui fait que quand le paquet arrive, on connaît beaucoup plus précisément la route qu'il a suivie. C'est quelque chose que vous avez croisé dans votre carrière jusqu'à présent, ou est-ce quelque chose plutôt qui vous semble totalement inutile ? Non, jamais croisé, parce que le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit un standard et que ce soit adopté techniquement par l'ensemble des routeurs sur Internet, ce qui n'est pas le cas. Donc, en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas marquer des paquets IP. On peut le faire sur une machine, au sens technique. Vous avez un pare-feu Linux avec IP tables, vous marquez des paquets. Si vous pouvez dire ce paquet vient de tel endroit ou je l'associe à tel utilisateur, mais cette marque, elle disparaît dès que le paquet transite sur la machine suivante. Donc, on n'a pas de solution aujourd'hui de tracing, si je puis dire, sur la partie IP. D'accord. Pourtant, l'IETF a un standard, ou en tout cas étudie la possibilité de eye tracing, c'est ça ? Oui, il y a des choses qui sont discutées, mais elles ne sont pas en fait en place aujourd'hui. C'est pas standardisé. Tout à fait. Ok. Légalement, Diane, jusqu'où peut-on aller trop loin dans l'analyse des logs ? Alors, l'analyse des logs... Là, on est encore dans le préventif, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, mais on regarde malgré tout pour essayer de trouver des patterns et essayer d'identifier des attaquants potentiels qui seraient peut-être en train de faire une reconnaissance sur le système d'information. Mais une fois encore, tout ce qui est log, c'est la notion de l'information et du consentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut parfaitement inspecter les logs, les traiter, parce que tout d'abord, il faut que ça soit proportionnel. Hein. C'est dans le but d'assurer la sécurité de l'infrastructure IT de l'entreprise, mais il faut que les salariés soient au courant. Et la problématique pendant très longtemps qu'on a eue, c'est que la jurisprudence était assez incertaine sur le statut de l'adresse IP, mais aujourd'hui, le Conseil constitue a tranché avec la loi Hadopi, l'adresse IP est une donnée personnelle. Et donc, ça suit d'ailleurs la Cour européenne de justice. On a eu un arrêt en 2011, qui est un arrêt Scarlett Extend, qui est extrêmement clair, c'est une donnée personnelle. Donc, à partir du moment que l'adresse IP est une donnée personnelle et que vous la collectez, on revient, entre guillemets, sur les sacro-saints principes de la collecte de données personnelles en France, c'est qu'elles doivent être collectées de façon loyale, elles doivent être conservées dans un esprit de proportionnalité. Donc, généralement, on est en train de parler de 6 mois. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir des chartes, entre guillemets, qui soient valables, notamment dans le cadre, par exemple, en ce moment, on fait de plus en plus de mise en garde aux salariés pour récupérer des chartes Internet en disant, sachez que dans l'intérêt de l'intégrité de l'infrastructure informatique, vos logs, les mails, etc., seraient analysés.
Il faut savoir que ce type de démarche, est soumis aux instances représentatives du personnel et il faut en envoyer une copie en 2 exemplaires à l'inspection du travail. Alors ça, la deuxième partie, la première, on n'est souvent pas trop mauvais, mais alors la deuxième, on l'oublie. Et donc, il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en place, qui font en sorte que vous pouvez parfaitement et légalement monitorer les logs, mais une fois encore, c'est le principe de transparence. Alors, merci Diane. On revient sur un point, dernier point peut-être un peu plus technique qui concerne avant l'attaque. Et on va passer ensuite à pendant l'attaque. Nicolas, Thomas, est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous avez des astuces en tout cas pour approcher le upstream provider afin de négocier avec lui la possibilité de déposer, par exemple, je ne sais pas, lui soumettre une signature à observer, par exemple, en disant on commence à sentir un début de quelque chose, on aimerait avoir un peu plus d'informations sur tel ou tel type de trafic. Est-ce qu'on peut vous soumettre une signature? Est-ce que là aussi, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est moi qui suis toujours très naïf? Pas Nicolas. Alors, pour notre part, non, c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on n'a jamais tenté de faire, je dirais, en préventif. Ça paraît quand même assez compliqué de le faire purement en préventif. Alors, enfin, de l'expérience qu'on peut avoir. Parce que pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit on a une signature à détecter et on peut la détecter à l'entrée de son réseau avec ses propres équipements. Soit on est soumis à un déni de service et là, on a un problème. Et là, effectivement, l'upstream provider, s'il a des équipements... C'est le cas de figure en question. Oui, tout à fait. S'il a des équipements de détection et qu'il est chez un des fournisseurs qui équipe quasiment tout le monde, ça va être un peu plus simple après, effectivement. Mais c'est souvent un équipement que lui opère et c'est plutôt un contrat de service qu'on paye en plus, protection anti-DDoS, etc. Donc il faut le prévoir. Alors pendant l'attaque, évidemment, on a le nez dans le guidon et la priorité est d'arrêter l'attaque et de reprendre l'activité. Néanmoins, on essaye quand même de savoir d'où vient l'attaque, donc peut-être de remonter le jeu des relais utilisés par l'attaquant. Diane, d'un point de vue légal, est-ce qu'il y a finalement des endroits où on ne va pas avoir le droit de regarder? C'est-à-dire on va commencer à regarder, à remonter chez tel provider, chez tel PC peut-être personnel, et puis derrière, est-ce qu'il y a des pays, est-ce qu'il y a des entités, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir aller chercher et où il va falloir impliquer directement les autorités? Alors, faut savoir que d'expérience, et je pense que vous l'avez tous vécu, c'est un peu difficile de coopérer avec les providers, sauf si vous avez eu l'idée dans votre contrat, effectivement, d'avoir inséré une clause bien particulière pour pousser à la coopération. Aujourd'hui, on a un dispositif qui est la loi LCEN. Il y a un formalisme extrêmement précis pour demander le blocage de contenu. Donc, c'est une lettre accusé-réception avec la date de la notification, le pourquoi, le comment, le contenu qu'on vise à bloquer, etc. Faut savoir que si on envoie cette lettre et qu'on est infondé dans la demande, c'est quand même 15 000 € d'amende. Donc, il faut un peu réfléchir et bien la rédiger. Maintenant, mon expérience pratique, c'est que j'ai jamais obtenu des providers la moindre coopération, sauf quand j'avais une jolie requête qui me permettait de le faire. On a eu des dossiers où effectivement, même dans l'intérêt public, dans par exemple le dossier Mohamed Merah, où on a eu des requêtes du ministère public, et il a quand même fallu passer par des requêtes pour arriver à notamment à la non-diffusion de la vidéo. Donc aujourd'hui, bloquer un contenu ou empêcher la diffusion d'un contenu est quand même relativement complexe. Et il faut faire, première étape, une lettre LCEN qui est en conformité, et deuxièmement, généralement, j'attends quelques heures et puis je vais faire une requête. Donc en fait, dès qu'on souhaite demander quelque chose, de plus d'informations à quelqu'un, c'est toujours légalement très compliqué. Oui, enfin, et d'un côté, c'est aussi une garantie de la Constitution, enfin des principes de la Constitution. On a bien vu tout le débat autour de la nouvelle loi intelligence qui est passée cet été. Il faut bien qu'il y ait une autorité judiciaire qui soit le contrôle de ce qu'on demande et de ce à quoi on a accès. Le grand débat autour de cette loi, c'était que généralement, c'était la police qui avait tous ses pouvoirs, et on a déplacer ses pouvoirs vers d'autres organismes, et notamment d'autres services étatiques. Et la vraie question, c'était le contrôle de ces moyens et de l'utilisation. Et ça a débattu. Si tout le monde peut obtenir les données d'un IMSI catcher, c'est un peu ennuyant quand même. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de préserver les libertés publiques. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrête tous nos IMSI catchers.
qu'on utilise pour rire. Donc ça veut dire que si on peut difficilement remonter étape par étape les relais, les points de relais de l'attaquant, on peut peut-être essayer de le forcer à se dévoiler en interagissant avec lui. Interagir avec l'attaquant, ça peut être envoyer un webbug, envoyer un message avec un webbug, essayer de poser des cookies dans une page web qu'il va visiter pour une raison ou une autre, du watermarking peut-être. Est-ce que ça fonctionne ça ? Est-ce qu'on le fait réellement ? Je vais juste revenir sur la remontée. Effectivement, remonter sur la machine, la dernière machine qui vous a attaqué, l'empreinte de contrôle, ça s'appelle la pirater, et donc c'est pas légal. C'est bien sûr très tentant, surtout que ce sont souvent des machines très mal sécurisées où beaucoup de pirates sont présents, et sa compromission vous permettrait peut-être de savoir qui est l'attaquant, mais vous ne pouvez pas le faire. Bon, voilà, je vais juste fermer cette parenthèse. Non, sur la notion sur cette notion de remontée, on est quand même assez vite bloqué. Sur le point, par exemple, que tu évoquais. Donc de forcer l'attaquant à se révéler en interagissant avec lui. Il n'y a pas beaucoup de... Le scénario que je vois, que j'ai le plus vu, moi, en réponse à incident dans ce que tu décris, c'est le scénario de l'envoi du mail piégé qui va, typiquement, on est sur un corbeau électronique, donc quelqu'un qui envoie des mails qui jette l'opprobre sur la société, et vous allez envoyer un email qui va révéler potentiellement, ça va dépendre s'il est intelligent, ça va malheureusement pas marcher. Si c'est sur Gmail, ça marchera pas. Ça veut dire que les pirates, par exemple, peuvent désactiver l'affichage des images dans les emails ? Par exemple, ou alors ils sont chez Google qui ne va pas renvoyer l'IP ou plein de choses comme ça. Bon, bref. Donc oui, typiquement, mais on peut envoyer des mails piégés de ce type-là. Alors je pense que c'est pas légal ou c'est discutable, il faut voir. En tout cas, ça a permis des fois effectivement d'obtenir l'IP de la personne. Et donc de savoir par effet de bord qui cela pouvait être. Non, on peut aller plus loin. Si c'est du Gmail, dans ce cas-là, il faut entrer dans une discussion, il faut trouver une bonne excuse pour qu'il aille cliquer sur un lien qui amène sur un site qu'on contrôle, avec une image d'un pixel par pixel, etc. Voilà. Mais ça, c'est effectivement un service, ce qu'on appelle du Read Notify, et c'est un service qui existe aujourd'hui sur Internet. Ouais. D'accord. Sachant qu'il faut avoir des gens capables dans l'entreprise de faire ça. Diane, et c'est légal de faire ça ? En fait, l'entreprise attaquée peut mettre en œuvre tous les moyens, parce qu'elle a l'intérêt légitime, qui est quand même important, une notion importante au niveau du droit. Maintenant, il faut savoir que s'introduire dans un système de traitement automatisé de données qui n'est pas le vôtre est pénal. Donc, vous pouvez faire plein de trucs, mais à partir du moment où vous rentrez chez quelqu'un et c'est pas chez vous, vous commettez un délit. Il faut savoir que le même fait d'y rentrer sans rien toucher, sous-entendu, est un délit pénal. Et après, ça va en croissance sur les sanctions pénales et autres, si vous supprimez de la data, si vous modifiez, etc. Et donc, simplement afficher un webbug qui va nous donner... Si j'envoie un email, est-ce que je rentre chez la personne ? Non, entre guillemets, vous ne rentrez pas sur la personne parce que vous envoyez un email. Par contre, si par le biais de cet email-là, une fois qu'il est ouvert, vous permet de rentrer dans le système de la personne, etc., là, c'est complètement illégal. Oui. Donc, tout ce qu'on veut, c'est avoir une adresse IP valable, en fait. Voilà, et ça dérive sur tous les sujets de hackback, qui sont assez populaires aujourd'hui. C'est en gros, devant la frustration de la paralysie de certaines autorités ou des affaires qui étaient un peu longues, on s'est dit, finalement, la politique de la retaliation, donc je retourne à l'envoyeur. Et ça, c'est le vrai sujet. Malheureusement, on le répète chaque année, la loi ne change pas là-dessus, c'est vraiment dommage. Nicolas, c'est quelque chose qui vous est arrivé déjà de pratiquer ? Alors, c'est quelque chose, je dirais, d'expérience, faut être vraiment très prudent parce qu'on voit que la compréhension des personnes du légal n'est pas du tout la même que la compréhension de... Non, mais pas pour... C'est vraiment dommage. Voilà. Que les personnes IT. Et ce qui paraît anodin pour un technicien peut être très important pour quelqu'un qui est du légal. Donc, c'est vrai que c'est tentant parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à remonter plus loin que le dernier hop. Et encore, ce genre de technique, je dirais, si en face, on a des assaillants qui sont quand même assez sérieux, outillés, professionnels, on va remonter quand même à un hop qui ne sera pas le bon parce qu'ils utilisent des techniques d'anonymisation ou autres. Moi, le conseil que j'aurais, c'est
ne jamais faire ça tout seul dans son coin en croyant qu'on va y arriver et qu'on va élucider le mystère et avoir une promotion dans l'entreprise, mais toujours voir avec le légal ce qui est faisable, pas faisable de faire, ce qui est raisonnable, pas raisonnable. Après, il y a des techniques, je dirais, aussi standards. Vous avez tous sûrement des systèmes d'échange de mails, d'échange de fichiers annexes, où vous avez des logs qui sont peut-être un peu plus enrichis. Ça peut être aussi d'entretenir la conversation peut être intéressant alors pas pour pousser à la faute, mais plus on a de discussions, plus on a d'informations. Et donc, après, de dire à la personne, utilisez mon système standard d'envoi de fichiers pour savoir d'où il vient. Et non pas seulement qui viennent de Gmail qui est assez large. Et c'est la raison pour laquelle l'attribution, c'est vraiment très difficile la plupart du temps, parce qu'on est très vite limité sur le fait qu'on ne puisse pas remonter. Et du coup, on est plutôt sur des informations, vous avez tous lu les livres blancs des éditeurs antivirus sur les grandes affaires, et on pratique la même chose, on va regarder la langue de compilation du malware, par exemple, on va regarder les chemins de compilation, on va regarder la date et l'heure, ce qui correspond à une zone de travail sur la planète qui serait en Chine, aux États-Unis ou en Bulgarie. Et toutes ces informations-là étant bien sûr sujettes à caution, on peut parfaitement les forger. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment sur les attaques étatiques, elles sont forgées en partie. Enfin, ce serait stupide de ne pas le faire en tout cas. Donc c'est toujours un peu compliqué sur en tout cas des attaques qui viennent de l'extérieur. En interne, on arrive quand même un peu plus souvent à identifier l'attaquant. Parfois, on réduit un scope de personnes. Moi, j'ai le cas d'une affaire sur effectivement une bombe logique qui avait été positionnée dans un système d'information. On a pu, par le travail des logs, réduire à une dizaine de possibles personnes qui auraient pu déposer cette bombe logique. Les forces de l'ordre ont pris le relais derrière, et selon des bonnes vieilles méthodes traditionnelles, je n'ai pas parlé d'annuaire, elles ont obtenu de la personne qu'il révèle qu'il avait pratiqué l'attaque. Voilà. Donc, on peut des fois s'en sortir aussi comme ça. Moi, je pense que la solution, c'est quand même la notion de coopération. Parce qu'il y a des très bons outils technologiques. Et je pense que là où c'est compliqué, c'est que le juridique, c'est toujours les gens qui disent non, c'est pas possible. L'IT dit ouais, mais c'est la seule façon d'y arriver. Et vous avez quand même, quelque part, un problème de gouvernance, de dire, voilà, moi j'ai subi une intrusion. Est-ce que je dépose plainte ? Parce que j'ai beaucoup cette question, c'est finalement ça sert à quelque chose, on dépose plainte. Et c'est la coopération avec les services de police. Parce que finalement, quand vous travaillez à trois, ce que l'un ne peut pas faire, ou fait en dehors de sa compétence, l'autre peut récupérer. Et on a vraiment la notion de sécuriser. On faisait une table ronde l'année dernière avec Anne Soubiras. C'est vraiment sécuriser le périmètre. Parce que quand vous sécurisez pas protéger la scène de crime numérique, de pas toucher la scène de crime. Mais à partir de là où vous faites les choses dans l'ordre, après vous avez un dossier qui tient. Et après, ce qu'il faut surtout voir, c'est ce que vous avez subi comme attaque, si vous avez perdu des fonds, etc. Et enclencher très rapidement la riposte judiciaire pour tenter de récupérer les fonds. Parce qu'il y a aussi un temps de latence assez important, où finalement l'IT dit il faut arrêter le carnage, on a des SQL en trombe, il faut tout couper. De l'autre côté, on dit il faut isoler la scène de crime, et après il faut quand même aller chercher l'argent s'il est parti quelque part, et généralement c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment cette notion de coopération, c'est pas le fait de dire non, mais c'est de bosser ensemble pour arriver au résultat voulu en fait. Coopération, puis dans le bon ordre, effectivement, ouais, qui est voilà. un point essentiel. Nicolas, en préparant cette table ronde, j'ai découvert la technique du reverse flow. Donc le reverse flow, apparemment, mais j'ai appris quelque chose, ça consiste à marquer des flux de retour vers l'attaquant et à demander au routeur en chemin de noter où il voit passer ces marques. Ça existe vraiment ou c'est de la science-fiction, ça ? Alors, pour être franc, je l'ai découvert aujourd'hui. Voilà, d'accord. Et bon, moi, je dirais de l'expérience que j'ai, je crois pas qu'il y ait vraiment de solution technologique, parce que on le voit, c'est 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds de pays différents, et voilà, c'est un peu, je connais pas bien cette technique, mais c'est un peu ce qu'on disait au début. Il faudrait que tout le monde, sur tous les routeurs du monde ou autres, se mette à adopter cette technique. Mais à côté de ça, on a tout un tas d'initiatives qui vont se développer pour protéger et anonymiser les accès à Internet aussi. Donc il y aura
Je dirais, je pense pas que la solution soit vraiment technologique, mais autour de la coopération justement entre les entités, les CERT, CERT et autres, je pense que tout ça prend du temps. Il y a quand même une grosse notion de timing. On est en temps réel, on est pendant l'attaque. Il faut pouvoir joindre les gens, il faut pouvoir. Donc ça veut dire qu'on crée des relations à l'avance et on les entretient, on les nourrit pour que ça soit prêt le jour de l'attaque. C'est bien ça. C'est le principe des réseaux de coopération et c'est typiquement ce qui anime aujourd'hui les CERT. Les CERT, c'est des réseaux de coopération où on se fait confiance et on échange de l'information. C'est exactement ça. Alors, Nicolas, notamment... Nicolas, non. Thomas, pardon. Là, on parle de réseaux qui sont assez sédentaires. On parle de quelques routeurs, on parle de quelques postes de travail. Aujourd'hui, les objets connectés viennent changer cette donne-là. Si on essaie de se projeter un petit peu et qu'on ajoute l'objet connecté dans l'équation, lorsque l'attaque va utiliser comme point de rebond un objet connecté, comment ça va se passer ? La question elle va être de savoir si en hackback vous prenez le contrôle du frigo ou pas. Ça, c'est toute la question. Parce qu'il y a ce fameux frigo connecté qui envoie du spam. C'est plutôt un hoax, mais non, ça va complexifier un peu la chose, que les objets connectés sont en IP la plupart du temps. Et puis il n'y a pas de log très précis. Il n'y a pas forcément de log parce qu'on est sur des composants à faible consommation énergétique, à faible puissance de calcul, donc il n'y a pas beaucoup de traces naturelles. Oui, ça va effectivement complexifier un petit peu les choses, sans aucun doute, notamment à l'intérieur des systèmes d'information. À l'intérieur des SI d'entreprise aujourd'hui, il y a quand même aujourd'hui plus de smartphones qui se connectent à Internet que de PC fixes sur la planète. Donc ça devient compliqué de gérer ces aspects-là. Oui. Et du coup, il y a ainsi plus d'informations qui se situent au niveau des opérateurs. Voilà, il y a des décalages un petit peu sur qui log, qui peut loguer et où se trouve. Donc il y a une recomposition peut-être à faire de ces relations amicales et de qui inviter à déjeuner. Les opérateurs sont peut-être. C'est toujours utile. Ouais. Voilà, reviennent sur le devant de la scène. Et désormais, on arrive surtout à les amener autour de la table, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, quand même, les coopérations entre les forces de l'ordre, les CERT, les autorités se passent quand même d'une façon un peu plus normalisée et facilitée qu'il y a 10 ans où c'était impossible, où chacun campait sur ses positions avec l'entreprise qui a envie d'aller vite et d'être efficace, dans le juridique qui souvent est un peu plus gêné parce qu'il y a une loi à respecter, les autorités qui ont leur propre objectif. Donc aujourd'hui, ça collabore quand même de façon un peu plus efficace. Ça va surtout mieux avec les opérateurs depuis qu'il y a eu le décret qui les indemnise. C'est vrai aussi. Ça a quand même simplifié le process. D'accord, très bien. D'ailleurs, Thomas, vous venez de créer donc un CERT consacré ou dédié aux objets connectés, c'est bien ça. Les opérateurs vous prennent au sérieux dès aujourd'hui? Vous arrivez à avoir des bonnes relations avec eux? En fait, on a un CERT au sens traditionnel du terme, puis on rajoute une capacité objet connecté. Oui, mais les opérateurs sont nouveaux, parce que sur les objets connectés, on a parlé d'IP, là c'est pratique l'IP, on connaît bien. Les objets connectés, c'est une quinzaine de protocoles de radiofréquence que personne ne connaît, en tout cas en termes de sécurité. D'ailleurs, des champions français comme Sigfox, Covisio, LoRa sont des initiatives françaises de réseaux d'objets connectés, mais aujourd'hui, personne n'a de référentiel sécurité sur ces protocoles. Et il en va de même pour les systèmes d'exploitation sous-jacents à ces objets. Et la problématique, évidemment, c'est que sur certaines bases de données, type Shodan ou autres, si vous connaissez, je vais identifier 3000 objets de telle entreprise qui ont tous un système d'exploitation très facilement vulnérables et qui un jour vont tomber sous contrôle d'un attaquant. Donc on risque d'avoir des attaques massives d'objets assez rapidement en fait. L'attaque des clones. Et pourquoi pas, ouais. Oui, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passer plutôt par des hubs d'objets connectés, vous serez moins embêté. On va passer à après l'attaque. Donc là, on est plus dans du forensique, évidemment, mais l'idée reste quand même d'essayer d'identifier les assaillants. Qu'est-ce que, Diane, quel type d'informations sont nécessaires pour porter plainte? Parce que lorsqu'on est en phase d'identifier l'attaquant, on ne sait pas. On ne sait pas qui est derrière l'affaire. Donc on va déposer plainte contre X, par exemple. Qu'est-ce qui est nécessaire? Quel type d'informations sont nécessaires à collecter justement pour pouvoir déposer plainte? Pour déposer plainte, faut pas savoir forcément qui c'est. Donc effectivement, on dépose plainte contre X. Ce qu'il faut faire attention dans sa plainte, c'est qu'elle soit déposée par quelqu'un qui a l'autorité de la déposer, donc valider la chaîne de délégation de pouvoir, et ensuite être relativement précis dans les faits. Et ce qui est relativement important pour nous, avocats, c'est de savoir, entre guillemets, où les faits sont commis, c'est-à-dire le lieu d'hébergement. Et c'est vrai que c'est parfois assez compliqué dans des grandes entreprises de savoir exactement l'hébergeur. Souvent, il y a des sous-traitances de contrats entre hébergeurs, sous-hébergeurs, etc. Et parce que tout simplement, si on dépose au mauvais endroit, on s'est planté de compétences et il faut tout recommencer. Donc, moi, ce que je conseille, et c'est aussi la notion de gestion de crise,
c'est que je remarque, par exemple, dans des dossiers où on a eu des intrusions, tout le monde s'est retourné en disant mais finalement, le nom de domaine, il est hébergé chez qui? Alors, il y a quelqu'un qui dit je crois que c'est Claranet, mais je suis pas sûre. Donc, il y a des choses, il y a des informations un peu simples qu'il faut consigner dans un endroit qui est hors intrusion, parce que si effectivement, vous avez une intrusion et que ça touche un certain nombre de données, vous pouvez perdre vos données électroniques. Donc, il faut revenir à du bon vieux papier et également les numéros de téléphone hors entreprise, etc. Donc, on une sorte de sur kit de survie, de réaction. Le kit de survie, parce que quand il y a un vrai sujet et qu'on peut plus tout le système de l'entreprise, elle envoie sur IP, on a un hack par le PABX, etc., etc. Il faut penser à tout ça, de comment on va se contacter, comment on va se parler, où sont les infos, etc. Et donc, bien sûr qu'on va déposer plainte, mais il faut quand même qu'on ait ce kit un peu prêt pour pouvoir répondre à tous les sujets. Donc, qui héberge le DNS, le nom de domaine en tout cas, les contacts chez tous les providers utiles, chez l'opérateur, etc. Voilà. D'accord. Et tout ça au format papier, bien rangé. Oui, mais ça fait rigoler aujourd'hui du format papier. Mais moi, j'ai eu un dossier où effectivement, le RSSI et la DSI n'avaient plus accès à un certain nombre de choses et on n'avait rien. Ouais. Et le problème aussi, c'est sur des attaques ciblées où vous vous rendez compte que depuis 6 mois, des pirates, mettez ici le terme que vous voulez, chinois, russes, américains, sont sur votre réseau depuis 6 mois. Votre téléphonie, votre informatique, elle n'est plus de confiance. Et donc effectivement, il faut avoir des solutions de secours, de contournement pour pouvoir continuer à communiquer pendant, au moins jusqu'au moment où on jugule un petit peu l'attaque. Bon, finalement, on retombe sur du PCA, un petit peu, ouais. Plein de bon sens. Thomas, Nicolas, à titre d'expérience, vous préférez, pour vous en tout cas, vous trouvez qu'il est plus facile d'attribuer une attaque venant de l'extérieur ou venant de l'interne? Alors, moi je dirais, de mon expérience, lors d'événements, on va dire, sécurité interne, on arrive en général à remonter parce que, on va dire, on maîtrise quand même normalement relativement bien notre informatique interne, alors que sur l'extérieur, on bute. D'expérience sur le premier hop, on le retrouve facilement. Savoir si c'est un botnet, des PC loués chez un hoster distant, enfin les événements que nous on a eu à traiter, c'est toujours multi-hoster, multi-pays. Et souvent le préjudice n'est pas forcément uniquement aussi dans un seul pays. Donc on revient à, même pour les plaintes, faut déposer la plainte là où il y a eu le préjudice, mais c'est le même événement qui touche plusieurs pays. Le préjudice est dans plusieurs pays, ça devient bon, on s'arrête vite en fonction du montant du préjudice. Alors que je dirais en interne, tout en restant dans le cadre de ce qu'on a le droit de faire avec les logs, l'information, on arrive quand même en général à remonter et à clarifier les événements beaucoup mieux. Ce qui paraît parfaitement logique aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.